Mesdames, Messieurs, alors là, nous allons découvrir une grande dame. Il s'agit d'une invitée de marque que nous avons à Coconut Podcast. Si vous ne la connaissiez pas encore, alors, messieurs, dames, elle est dans un premier temps animatrice sur différentes plateformes web. Elle est chroniqueuse à Radio-Canada et Espace Autochtone, réalisatrice, productrice de courts-métrages. Elle est une femme engagée. Elle reçoit les plus grandes distinctions en ce monde. Il lui manque que le prix Nobel. Accueillons à Coconut Podcast Mélissa Mollin Dupuis, messieurs, dames. Oh my God, ça c'est toute une introduction. Moi j'ai la tête comme... Mélissa, comment vas-tu? Ben 100 fois mieux maintenant que j'ai eu cette belle introduction-là. Ben, je suis comme tout le monde, on est en réclusion sociale à cause du COVID, mais ça veut pas dire qu'on peut pas se permettre d'arrêter la lutte. OK, excellent. Puis la petite famille, en ces temps de confinement, les devoirs, comment ça s'opère? Ben, moi, j'ai deux enfants qui sont avant le préscolaire même. C'est que nous autres, c'est plutôt un tag team avec papa où est-ce que, OK, c'est à ton tour. Puis là, ils sont allés se promener présentement. Fait que si vous entendez l'équivalent des bisons dans la prairie qui rentrent, c'est mes enfants. Bon. Mais le écoute, moral est bon. On est en famille, puis on a quand même pris de l'expérience. Je pense que toutes les familles prennent de l'expérience avec le COVID présentement. OK. Écoute, Mélissa, c'est un plaisir pour nous de t'avoir à Coconut Podcast. Écoute, tu es une fille, femme, ouais, quand même, une femme hyper impliquée. On te voit partout sur les réseaux sociaux, sur la radio, les podcasts. Merci d'être à Coconut Podcast. Pour moi, là, écoute, c'est un honneur. Ceux qui Ah ne ben l'honneur connaissent est le pas, mien, hein, sérieusement. Je suis très écoute, contente. le bonheur est le nôtre. C'est partagé. Ceux qui ne te connaissent pas encore, écoute, on va rapidement. Moi, dans un premier temps, je fais ça avec tous mes invités. Dans un premier temps, je me dois de te dire Quay et surtout Tan Eshpanish. Hey, Tan pas pire, pas Eshpanin. pire! Hein? Tan Eshpanin. Naminepoan! OK, Makikitich! hein, pas pire, hein, pas pire, hein, ah. Quand Tinashe même! Kumitin, hein, pas pire. Ouais, on a appris un peu d'Inou, là, tranquillement, pas vite. Parce que, écoute, juste avant qu'on commence l'entrevue, là, véritablement, moi, il y a quelque chose qui me sidère. Tu sais, il y a des campagnes où on doit dire bonjour, hi, bonjour. Écoute, à peu près dans toutes les langues autochtones, en algonquin, en atikamekw, en inou, pour dire bonjour, c'est Kwei. Mhm. On Ouais. pourrait-tu faire une campagne où ce qu'on dirait Kwei, bonjour, hi? Je pense que ce serait la base. Qu'est-ce que t'en penses, Mélissa? Écoute, c'est une des premières réactions que j'ai eues quand j'ai entendu tout ce débat-là. Moi, c'était, ben, quoi? Hein? Oh, oh. Le monde fait, ouais, c'est vrai. Hmm. C'est Je quoi, pense qu'on va bonjour, hein? pousser pour ça. Ouais, Oh, non. totalement. Moi, j'embarque. Regarde, Kwei, c'est Kwei, donc bonjour, c'est bonjour. Je pense que c'est assez facile. Mélissa Mollin, toi, tu es née sur la côte nord. Alors là, selon nos recherchistes, à 28 kilomètres de Havre-Saint-Pierre, quelque chose de même, là, à Equanichit. Est-ce que nos recherches sont bonnes? Papa, je commence à me demander si je vois. J'ai trop dit de choses sur Google. C'est pas loin de Mingan, Oui. ouais, C'est c'est ça. Mingan. C'est Mingan, c'est Mingan carrément. Equanitit. Oui, OK. oui. Mingan, c'est le terme en français. Equanitit, c'est dans la langue Innu. OK. Mais je suis pas née exactement dans la réserve parce qu'on n'avait pas d'hôpital. Je suis née à cette île, mais oui, Mingan, c'est mon cordon ombilical est connecté là. OK, superbe. Puis pour ceux qui savent pas, ben c'est dans le bout de cette île, tu sais, Mhm. on s'en va vers Blanc-Sablon presque, là. Ouais. 2 heures après cette île, t'as Mingan. T'as Tu peux pas te Mingan. tromper, c'est le plus beau coin de tout le Québec. Une fois que t'es comme, t'es là. Écoute, j'y ai été, puis je peux te dire que, yo, respect, tu sais, c'est vraiment un des beaux coins au Québec. Tu dis le plus beau, je les ai pas toutes vues encore, j'aimerais voir Coudjouac. Ah!
Écoute, je peux pas starter des guerres, mais oui, venez nous visiter. On est vraiment beau. Mais Cet Megan, été, on visite le Québec. Donc, oui. écoute, on incite les Québécoises et Québécois à visiter notre belle province. Mélissa Mullen, donc toi, tu es née à Equanichit. Tu vas grandir là-bas. Puis, d'après nos recherchistes, à un certain moment donné, là, tu vas décider d'aller faire ton droit à Ah. Ottawa. Puis là, même à un moment donné, tu vas dire, non, moi, là, je suis trop bonne en art visuel. C'est ça qui va te faire découvrir. Même, tu vas dire, le droit, écoute, faites mon droit autochtone, je suis bien bonne, mais je sais pas. Salut! Tes parents vont être comme sidérés. Hey, nos recherchistes sont bons, là, avouez, là, ils sont bonnes même. Je Peux-tu vais nous parler à parler ma de mère. cette époque? Tu pars de la Côte-Nord pour te rendre à Ottawa. Puis de Ottawa, tu fais quand même des études à la faculté de droit là-bas. C'est comme, wow, prestigieux. Tu vas même être très connecté avec différents jeunes d'origine autochtone également qui étudient en droit, entre autres Maître Jourdain, qui fait ses études à l'Université Laval pendant que toi, tu es à Ottawa. Peux-tu nous parler de cette époque, le fait de quitter ce qu'on appelle une réserve? Moi, je sais pas. C'est ce qu'on appelle une localité, une communauté. Tu sais, je sais pas. Il y a un autre terme que moi, je pense qu'on pourrait commencer à utiliser. Ben moi, j'utilise le Oui. terme communauté parce que déjà, à cause que mon père, à moi, est québécois, OK. on pouvait pas vivre sur la partie de la communauté qui était la réserve. On habitait à l'extérieur, de l'autre côté de la 138 qui séparait la communauté en deux. Il y avait ce qu'on appelait le village des Blancs, la partie des Blancs, puis le côté qui est la réserve. Parce que justement la loi sur les Indiens interdisait à quelqu'un qui n'est pas inscrit sous la loi sur les Indiens de vivre sur une réserve. Donc, moi, ma mère, ma soeur, mon frère, on aurait pu vivre là, mais mon père ne pouvait pas. Donc, on a traversé la rue, on a fait la ségrégation de l'époque, qui est encore justement, c'est En encore une loi place. qui existe aujourd'hui, mais on allait à l'école à Mingan, ma famille était là. Pour moi, c'est ma culture d'origine. Souvent, le monde me demande, ben là, ton père est québécois, fait que t'es à moitié québécoise. Je dis, ouais, moi, je suis une Inou avec un père québécois. Et c'est ce qui fait que je pense que je me suis tellement impliquée justement dans réparer la relation à long terme. Mais je suis une Inou. Ouais, c'est. Pour moi, ma famille que je visitais à Montréal puis à Victoriaville, c'était les vacances. C'était comme aller ailleurs. Alors que la Côte-Nord, c'était chez nous. Être Inou, c'était mon identité. Puis tout ce qui est venu avec, par exemple, toutes les problématiques qui est venues avec, c'est sûr que ça m'a mobilisée, m'a motivée très jeune. Là. Mais c'est ça, tu nous as parlé que, tu sais, comme dès le jeune âge, tu es confronté à cette ségrégation. Tu sais, ce terme, c'est un terme souvent qu'on entend qui se rattache à l'histoire des États-Unis, de l'Afrique du Sud. Puis là, tu me Mhm. dis que, tu sais, on est conscient là, aujourd'hui, mais quand même, toi, dès ce jeune âge, il y a quelques années quand même, où ce que tu as été consciente que, ah, OK, dès qu'on traverse cette rue-là, ça, OK, là, les Blancs peuvent habiter là, puis nos frères et sœurs autochtones se doivent aller de l'autre côté de la rue, puis là, ils ont certains avantages, mais qui ne sont pas vraiment des avantages. Peux-tu me parler comment tu as vécu ça? Puis c'est ça peut-être qui va t'amener à vouloir défendre une justice sociale, puis d'aller en droit à ce moment de ta vie? Ben, très, très jeune, c'est sûr que nous autres, on le savait. Je veux dire, il y a des endroits au Québec qui sont réputés pour avoir des grandes tensions raciales très tôt. On parle du Val d'Or, on parle de Joliette. Et cette île et la Basse-Côte-Nord faisaient partie de ça. Genre très, très jeune, nous autres, on allait passer l'Halloween à Mingan, mais des fois, on allait dans le village à côté, à Longue-Pointe. Puis je me rappelle que les jeunes, on se lançait des roches parce qu'on se faisait dire retournez dans votre réserve. Tu sais. Ils voulaient garder leurs bonbons. Mais tu sais, tout de suite, on savait qu'on était à part. Tu sais. Puis moi, je me retrouvais sa frontière entre les deux parce que j'étais métissée. Ouais, ouais. Mais par exemple, ma communauté, je me suis, tu sais, à part, tu sais, pour la partie de mon père, je me suis toujours sentie intégrée dans ma communauté. Ma famille était là. Je veux dire, j'ai participé, ma vie était là quand les étudiants autochtones ont été ramenés dans la communauté, quand l'école primaire secondaire a ouvert à Mingan. Nous autres, on a suivi. Tu sais. Fait que, c'était clair pour moi. Là.
Sauf que c'est clair aussi, ma discrimination. Quand je suis allée étudier au cégep à Sept-Îles, c'était encore plus en plus clair. On a déménagé pour aller aux études parce qu'à un moment donné, sur la basse Côte-Nord, il faut que tu ailles dans soit à Terre-Neuve ou soit à Sept-Îles, selon tes besoins. Mhm. Et on en vivait, là. Je veux dire, quand tu allais dans les bars, il y avait une section, c'était connu la section des Autochtones, l'autre section, c'était la section pour les Blancs. Tu le voyais aussi quand ils te laissaient pas rentrer aussi vite dans les bars ou même les jobs. Je suis allée porter des CV adolescentes, j'ai jamais eu de retour d'appel parce que mon nom de famille était clairement Innu. On le voyait, là, je veux dire, même pendant les balles de finissant ou les événements, il y a toujours une séparation. Puis, on a vu des événements aussi quand des couples se séparaient, des couples qui étaient québécois, Inuits. Puis là, ça faisait des petites guerres de gang. Là. C'était vraiment, il y avait une grosse tension. Dans les dernières années que je suis allée visiter à cette île, par exemple, ça s'est transformé. Puis je dis, ah, ils emploient des Inuits. Ah, tout le monde, il y a un changement qui s'est fait. Mais quand j'étais jeune, c'était assez clair là, que chacun avait son côté. Puis pour mes parents, ma mère, c'était encore plus clair. Puis, fait que tu peux imaginer, c'était vraiment pas évident comme relation quand ma mère et mon père se sont rencontrés et sont tombés en amour parce que à l'époque, c'était avant 1985 quand la loi sur les Indiens a été changée pour faire en sorte que les femmes autochtones qui mariaient ou qui avaient des enfants avec un homme blanc ne devenaient pas des blanches aux yeux de la loi. Donc, pour mes grands-parents, c'était comme s'ils se faisaient enlever leur fille. Leur petite fille, parce que justement, elle allait être englobée chez les Blancs, puis elle pourrait plus revenir vivre sa réserve. Fait que mes parents se sont pas mariés à l'époque. Puis pour des Inuits qui étaient très croyants, très catholiques, avec l'Église très au-dessus de nos têtes, ça avait jamais été vu. Mais mon père l'a fait pour que jamais, justement, on perde pas notre statut. Pour que si jamais lui puis ma mère se séparaient, elle pourrait retourner vivre sa communauté. Et ça nous a beaucoup aidé justement pour pouvoir rester dans la communauté à cette époque-là, avant 85. Wow. Avant qu'on arrive à Ottawa, là, tu m'as amené un aspect intéressant. Non. Parce que tu as parlé où ce que dans ces communautés-là, il y avait une forte présence du christianisme, pratiqué même. Mais comment celui-ci se mariait-il avec la spiritualité ancestrale, la tradition autochtone? Parce qu'on a connu la même chose, moi je suis d'origine haïtienne, où ce que le christianisme arrive, mais certaines personnes pratiquent encore le rituel vaudou, la religion vaudou, donc tout en cachant un peu, mais en pratiquant en même temps. Peux-tu m'en parler un peu rapidement? Ben, je pense qu'on va se retrouver sur un territoire commun parce que, tu sais, si on regarde comment le traitement de la religion, de la croyance vaudou plutôt, a été malmené, a été démonisé, énormément démonisé. Les croyances, les pratiques traditionnelles autochtones, peu importe la nation, ça a été la même chose. On voit encore la problématique aujourd'hui parce qu'il y a encore des gens qui sont extrêmement croyants des religions plus dogmatiques, plus catholiques, chrétiennes. Mais moi, ce que je voyais dans la nation Innu, quand même, c'était un mélange des pratiques traditionnelles. Fait, on bénissait les canaux, les fusils, on allait ramasser l'eau de Pâques, mais on s'en servait pour faire les médecines traditionnelles. T'sais. Il y avait un mélange un peu des deux. Cependant, les croyances des Inuits fitaient bien avec le christianisme, le créateur, tout ça. Mais je pense qu'avec la révélation des pensionnats, avec les témoignages que beaucoup de gens qui sont sortis des pensionnats ont donné, tu as vu aussi un très grand rejet de la religion catholique. Fait que ceux qui n'ont pas été au pensionnat, parce que ça a été quand même une coupure à la moitié du siècle, là, nos grands-parents qui n'ont pas eu de pensionnat, eux autres, la religion a continué telle quelle. Mais pour nos parents, puis les générations qui ont suivi après, il y a un énorme rejet, puis une très grande... retour? Est-ce qu'il y a un retour? Ah oui, un retour au parti traditionnel. Yes. Il y a un mouvement des années 70, justement, qui est apparu, ça s'appelle le pan-indianisme. C'est des communautés autochtones qui ont donné des traditions, des cérémonies aux autres nations pour pouvoir réparer ce qui avait été enlevé. C'est pour ça qu'on voit un très grand mouvement de power. Les sweat lodges qui existaient dans les communautés, mais qui ont été justement démonisés. On disait, faites pas ça, c'est Satan, tout ça.
ben, ils ont pu être récupérés. Fait qu'on voit beaucoup la tradition du Initi ou du Sweat Lodge Siouan, Peux-tu qui nous en maintenant, parler, le Sweat ah Lodge? oui, ah oui, excusez-moi, le Sweat Lodge, c'est la tente de sudation. Fait que c'est un lieu où on va pour se purifier. Il y a beaucoup de traditions qui sont très diversifiées selon les nations. Hammam, Mais, les hein? hammams, je pense Oui, ben, tu sais, je pense qu'il y a suer, c'est une des ouais, manières de guérir qu'on a à travers le monde. Fait que ça soit un sauna suédois, un ouais. hammam, Mhm. tout le monde a une tradition de faire suer, sortir le méchant, comme on Méchant. dit. Ouais, ouais, Puis ouais. c'est une pratique qui était aussi pas uniquement spirituelle, mais aussi médicinale, parce que, par exemple, une femme qui allait avoir une mastite, un chasseur qui avait des jointures qui lui faisaient mal, pouvait faire un sweat avant d'aller faire la chasse, ou la femme, ça allait aider à décongestionner. Il y avait une pratique médicale autour de ça aussi, mais ça s'est rajouté au colonialisme et à la diminution du respect envers les savoirs, les pratiques traditionnelles. D'un coup, ça revient. Sauf que des fois, il y a de l'appropriation culturelle qui est faite plutôt que de vouloir se faire enseigner d'une façon respectueuse. C'est comme vendu. C'est pour ça que je dis au monde, faites pas un sweat lodge juste que vous devez payer pour. C'est pas ça la tradition. C'est gratuit. C'est le cadeau de la De terre la parce que le sweat nature, ouais. lodge, c'est comme retourner dans le ventre de sa mère. Fait il faut savoir que c'est donné à tout le monde puis que c'est pas un service que tu as besoin de payer pour. Mais ça s'est mélangé avec la religion, avec les croyances, avec le colonialisme. Fait que toutes ces pratiques-là ont été cachées et elles commencent à ressortir, à être reprises et à être réappropriées d'une façon positive, cette fois-ci, par les communautés qui ont été dérobées de ces pratiques-là. Et on voit comment ça aide énormément de gens à passer justement à travers toutes les conséquences des pensionnats, du 60 Scoop. Ça, c'est quand le gouvernement a commencé à Ouais, placer les enfants autochtones dans les familles d'accueil. C'est un mélange de toutes ces pratiques-là. Et elles existaient de façon diversifiée. Fait que c'est le fun parce que le pansement du pan indianiste, c'est-à-dire de donner des traditions qui ne venaient pas de notre nation, a permis de venir ramener aussi des détails qui venaient de nos nations. Fait ils nous ont aidés. Ça a vraiment été un travail entre les nations. Puis je pense que ce genre de solidarité-là existait aussi entre les communautés afrodescendantes aux États-Unis, au Canada, parce que justement, on avait la même problématique de cette fait voler une culture. Et là, on devait retrouver. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de pratiques, justement, comme celles qui viennent du vaudou, qui sont tirées de la pratique du territoire, de la terre, de la nature. oh. Mais là, quand tu arrives dans, quand même, on peut dire une grande ville, un Mhm. peu une métropole, là, tu sais, la capitale nationale du Canada, tu vas rencontrer, là, tu sais, une université, University of Ottawa. Mhm. Alors là, tu as des gens qui viennent de Somalie, qui viennent du Tchad, tu as des gens qui viennent des Pérou, des Chili, des Japon. Tu sais, comme tu as du monde de partout. Puis là, maintenant, comment es-tu reçu? Parce que, tu sais, quand tu arrives au cégep, Ah, il y a le regard plus, tu sais, caucasien, blanc, ouais. québécois qui te regarde. Oh, OK, ah, elle est parmi nous, elle, qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Puis là, tu arrives dans quelque chose de cosmopolite. Comment, tu sais, c'est quoi ta, tu sais, comment tu t'es senti à ce moment-là? Moi, ça m'intéresse, là. Ah, ben mon Dieu, ben déjà, quand j'étais allée à cette île, tu sais, je partais pas de la Côte-Nord. Fait que là, tu sais, OK. déjà, j'étais encore une Inou en territoire Inou, le monde connaît la culture. Mais une fois que tu pars plus loin que ça, ah ben là, c'est une confrontation. Et c'est la raison pourquoi moi, contrairement à beaucoup de mes amis, jamais voulu déménager à Québec. Moi, je visais Montréal. Je voulais Yeah. vivre à Montréal parce qu'il y OK. avait toutes les nationalités là. Puis j'ai dit, on va pouvoir se parler, se rencontrer. Puis Ottawa, il y avait la même genre de setup, mais le truc, c'est une chose que je m'attendais pas, c'est que pour beaucoup de personnes, je n'ai pas l'air autochtone. Tu sais. Ben oui. J'ai pas l'air, mais j'ai la chanson. Mais ça fait que ça m'a fait aussi confronter par rapport à quand nos aînés disaient que si on partait de la communauté, on allait absorber, on allait perdre notre communauté, on allait perdre notre Identité. culture, notre Mhm. identité. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes issues de la diversité qui ont la même problématique, qui ont peur de partir parce que justement, ils vont se faire absorber par une culture qui est très prenante, qui prend beaucoup de Mhm. Oui, place. oui, tout à Puis fait. quand j'étais à l'Université d'Ottawa, justement, ou après quand je suis allée à l'UQAM en art visuel médiatique, les enseignements qui sont dans les universités n'ont rien à voir avec notre culture. La chance que j'ai eue à l'Université d'Ottawa d'avoir des cours en droit autochtone, c'est que ces savoirs-là, ils m'ont été donnés par un avocat, un des rares avocats Inuits
et autochtone au Québec, francophone en plus, parce que j'étudiais en droit civil, qui a pu m'enseigner. Donc, c'est comme dire, tu attrapes une étoile filante au passage. Mais après ça, des enseignements sur la culture, sur la pratique avec des communautés autochtones, il y avait absolument rien. Même en art visuel à l'UQAM, il a fallu que je fasse moi-même mes recherches. Puis des fois, quand j'essaie de faire l'approche, il fallait que j'enseigne en plus à mes collègues étudiants sur la culture, puis que j'explique que les paradigmes qu'on nous enseigne présentement ne sont absolument pas les paradigmes que Une moi étudiante j'ai. experte. Ah mon Dieu! Mais c'est même pas ça le but, sauf qu'à un moment donné, tu deviens, ben là, tu sais, il faut que tu décolonises, il faut que tu décolonises, il faut que mais c'est épuisant parce que tu es là pour L'éducation apprendre, puis là, populaire, tu ouais. t'enseignes. Mais par exemple, ce que j'ai appris à l'université en droit a toujours été un trésor qui m'a permis de comprendre pourquoi les gens font ça, pourquoi le Canada est de même, pourquoi personne n'est intéressé par notre culture ou notre identité. Et après ça, tranquillement, avec l'art, avec le discours artistique que j'ai appris à l'université à Montréal, ben là, j'ai commencé à pouvoir l'expliquer, argumenter, avoir une réflexion autour de ça. Fait que cette combinaison-là du cours en droit et du cours en art est venu faire un monstre de militantisme. Mais ça n'a pas été à l'université que ça s'est déclaré, ça a vraiment été quand j'avais 12 ans et qu'il y a eu la crise d'Oka. Au début, j'étais Ah, comme, ouais, ouais, oh non, faut pas qu'on fasse du bruit, faut pas qu'on dérange, ils vont nous haïr encore plus. Et là, je vois Ellen Gabriel et tu sais, je vois des femmes autochtones qui prennent la place. Fait à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à vouloir me renseigner. Pourquoi est-ce que dans mes cours d'histoire au secondaire, ils parlent juste de c'est 1534 et après? folklorique, là. Ah, ouais. Ouais, puis tranquillement, j'ai tout bouffé l'information que je pouvais. Et maintenant, ben, c'est ça que je fais, je pense, avec mes chroniques, c'est vraiment d'essayer de faire digérer, mais aussi de faire comprendre des enjeux énormes. C'est comme si on t'arrivait avec une bibliothèque au complet de connaissances, on disait, OK, maintenant, c'est ça que vous devez apprendre, fait qu'il faut pouvoir essayer de le vulgariser. Puis je pense que ça a été mon cheval de bataille, vulgariser les savoirs pour que ça appartienne aux gens et pas uniquement aux institutions. C'est incroyable. Écoute, moi, je vais m'inscrire à un de tes cours, là. Un de tes cours à l'université, là. Tu vas vraiment te faire connaître. Là, tu sais, tu vas vraiment te faire connaître en 2012 avec ce mouvement Idle No More. Ça, là, véritablement, c'est ce qui va te propulser parce que déjà, la crise d'Oka, tu nous disais, va faire ressurgir quelques. Comment ça se fait? Non, faut pas que j'accepte ça. Tu vas faire toute une démarche au niveau de tes études. Tu vas aller te former en droit. Tu vas apprendre à comment exprimer ta culture, je te dirais, ton vécu. Et là, en 2012, tu as Stephen Harper, premier ministre de l'époque, qui va adopter cette loi omnibus. Donc, tu sais, ils mettent tout plein de lois ensemble, là, puis ils essaient de passer ça en va-vite, comme on dit. Donc, C45, c'est bien ça. Et là, 45, c'est 31. Oui, C45, c'est 31. Puis là, il va y avoir 4 femmes dans l'ouest du pays. Entre autres, il va en avoir 2 autres au Québec. Toi et une de tes collègues qui allaient partir cette branche québécoise Idle No More, qui veut dire, ben là, regarde, il y a basta. Ah oui, fini l'inertie pour nous. Fini On a même l'inertie. on a fait passer ça au vote parce que même si maintenant on dit quand même I don't know more Québec, on voulait avoir l'équivalent francophone. Nous autres, ce qui nous a déclenché, moi puis Wita Larivière, l'autre co-organisatrice au début, c'est on disait oh mon Dieu, as-tu vu tout ce qui se passe au Canada? Oh mon Dieu, j'espère que quelqu'un va faire de quoi ici au Québec. OK, je pense que ça va être nous autres. On n'a pas le choix. Ça arrive, ça, des fois. Oui, parce qu'on s'est dit, on n'avait pas souvent non plus une croyance qu'on peut changer les choses. Ça, c'est ce que j'ai remarqué, puis c'est ce que j'essaie de détruire le plus, que les individus peuvent changer les choses. Eh bien, on a commencé à se dire, ben, il faudrait qu'on fasse de quoi? Puis la grande frontière entre le mouvement I Don't Know More au Canada et le Québec, c'était la langue. Alors, on s'est mis à traduire tout ce qui venait des appels à l'action du Canada et on a contacté bien sûr les organisatrices en disant hey, est-ce qu'on peut faire I Don't Know More au Québec?
Et elles ont dit oui, oui, oui. Puis ce qu'on aimait. Juste une seconde, excuse-moi de te couper. C'est juste que Non, non. nos internautes, là, ils doivent comprendre que Idle No More, c'est ce mouvement parce que le gouvernement Harper adopte cette loi omnibus, mais dans cette loi omnibus, il vient un peu toucher aux traités initiaux, ancestraux qui lient la couronne britannique et les peuples autochtones, les Premières Nations. Et Oui. là, même, c'est un peu vicieux parce que il met une clause qui permet qu'on puisse vendre certaines des terres qui sont considérées comme patrimoine autochtone. Donc là, maintenant, le monde commence à lire ces textes-là. Ils disent, hey, il y a anguille sous roche là-dessus. Puis Oh, c'est oui. là que le mouvement part, puis Mélissa Morin-Dupuis va se dire, non, 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 on la laisse pas passer celle-là Ah, ben. avec la branche québécoise. Peux-tu nous parler de cette époque en 2 minutes? Hey, écoute. Le défi. Juste pour te dire, c'était même tellement plus profond encore que toutes les cachotteries qui se sont faites autour de vouloir faciliter la vente des territoires autochtones, de rendre ça un droit individuel plutôt que le droit collectif d'être responsable du territoire. Nous autres, ce qui nous a fait réagir, c'est toutes les lois qui enlevaient des protections à l'eau. Et les femmes autochtones, at large, on est responsables de l'eau. Les hommes sont responsables du territoire, nous, on est responsables de l'eau parce qu'on a une rivière millénaire qui coule dans le cordon ombilical de chaque mère à chaque fille. Donc, on est responsable de cette partie sacrée, justement, du territoire. Et là, bien sûr, on sait aussi se défendre au niveau intellectuel. Donc, on voyait les lois, on voyait comment c'était caché. Donc, ça a été vraiment au début juste, hey, attention, regardez ce qui se fait. Attention, parce que c'était ça, les lois omnibus. Ils inséraient des articles à travers plusieurs grosses lois qui étaient supposées de nous hein, quoi, on l'aurait jamais vu passer. Et là, on a commencé à faire de la mobilisation, mais c'est venu en plus faire ressortir beaucoup plus de choses. Attawapiskat, entre autres. Attawapiskat, la pauvreté des communautés, le manque d'écoute du gouvernement. Puis je pense que Idle No More, en 2012 puis en 2013, on a vu la réaction de Stephen Harper qui a été carrément d'essayer de nous ignorer. À un moment donné, il y a des jeunes qui sont venus du territoire, qui ont marché jusqu'à Ottawa et Stephen Harper est allé rencontrer 2 pandas qui venaient de la Chine plutôt que de rencontrer ces jeunes qui venaient de faire milliers de kilomètres à pied en raquette. Fait que, on le voyait et ça l'a fait soulever toute la mouvance parce que peu importe de quel mouvement tu viens, que tu sois des conseils de bande, que tu sois un autochtone en milieu urbain, que tu sois une femme, que tu sois un homme, il y avait une justice qui a été ignorée pour tous. On s'est unis, on a marché ensemble, on s'est mobilisés et surtout, on a surpris tout le monde parce qu'on savait utiliser les médias sociaux comme personne. Puisque à la distance qu'on a, Facebook, Twitter, c'est ça qu'on utilise. Nos grands-mamans ont des Facebook pour se montrer les photos. Ouais. Oh, ouais. Fait qu'on disait, telle journée, on va à l'action, puis on a fait une mobilisation qui s'est même rendue au niveau mondial. Parce qu'on Amnesty International ont donné leur appui. Je sais même au niveau de l'ONU, il y a eu certains, je pense, il y a même certains agents de l'ONU qui ont été dépêchés au Canada un peu pour regarder. Puis surtout, je pense qu'ils ont été même assez virulents dans le critique, même à l'égard du gouvernement canadien. Puis vous, là, dans Idle No More, vous vous êtes dit, on n'a pas d'affaire à parler à Stephen Harper. Nous autres, là, c'est avec la couronne, directement avec la reine qu'on se doit, parce que les accords sont ainsi conçus que qu'est-ce que je parle à un premier ministre d'un pays? Je me dois de parler à la chef de l'État et dans le cas qui est le nôtre ici, c'est la reine d'Angleterre. Et même c'est devant les tribunaux, là, parce que ça n'a pas été réglé, ça, là. C'est pour ça que je pense qu'il y a une résurgence même de Idle No More avec Black Lives Matter. J'aimerais t'entendre sur cette mort de George Floyd. On a vu le vidéo et il y a même la mairesse de Montréal qui parlait d'un homicide, d'un assassinat. Bon, en tout cas, plusieurs personnes utilisent différents termes. Et aujourd'hui, on sent que les Noirs disent « enough is enough ». Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se rapprocher entre nos frères et sœurs autochtones, nos Premières Nations et les
gens de descendance afro-caraïbienne, tout ça. Et aujourd'hui, on sent que le mouvement est plus gros que juste « il faut que je défende les Noirs, il faut que je défende mes frères et sœurs autochtones ». Non, non. On va défendre toute impunité, on va défendre toute discrimination. Moi, j'aimerais t'entendre sur ce qui se passe, Black Lives Matter, George Floyd, et faire le lien avec ce combat qui est encore le tien, Idle No More. J'aimerais t'entendre là-dessus, Mélissa. Écoute, En 2 minutes. En 2 minutes, parce que le régisseur, il est arrivé, puis il reste 5 minutes max. Puis là, OK, let's go, on y va. Pas trop. Écoute, là, on parle d'enjeu mondial, puis t'as remonté à la couronne britannique. Puis ça, c'est justement ça fait partie de tout l'enjeu. Mais avec Idle No More, Black Lives Matter, le monde, ils s'en rendent pas compte, mais nous, on essaie de créer des solidarités depuis plus longtemps que juste cette année. Depuis 2016, on essaie de pouvoir réunir nos unions parce que, justement, ce sont des enjeux de racisme systémique. Mais le truc, c'est que souvent, on va se garder en silo. T'sais. OK, ça, c'est pas un enjeu autochtone, donc Black Lives Matter ne devrait pas intéresser les Premières Nations. Et même, on essaie de nous opposer. J'ai entendu du monde, ouais, mais pourquoi est-ce que vous voulez défendre les Blacks? Commencez donc à vous défendre en premier. Moi, j'ai dit, écoute, pour moi, c'est pas un concours. C'est pas qui va gagner. On est tous touchés par ça, que ce soit, quand on accepte ça chez l'autre, ça veut dire qu'on accepte ça chez soi. Profilage racial au niveau des services de police, 4 à 5 fois plus de chances de se faire intercepter, interpeller. Ça aussi, il faut le comprendre. Ben oui, puis l'enjeu aussi, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, quand on regarde la vidéo de George Floyd, ce qui est le plus difficile pour moi à avouer, c'est j'ai tellement vu de vidéos, non seulement de personnes qui sont afrodescendantes aux États-Unis, qui subissent des injustices policières, de la violence policière, mais je le vois aussi dans des vidéos avec des communautés autochtones. D'ailleurs, on a une vidéo qui est l'équivalent au Canada d'un homme qui s'est fait arrêter parce qu'il est allé demander de l'aide à une clinique de santé. La police est arrivée, fait que le genou derrière le cou, derrière le dos, et la personne est décédée. Je dis, tu sais, quand on a ce même genre de vidéo-là qui flotte et que le problème, c'est pas d'aller chercher l'attention de ceux qui peuvent dire, OK, c'est vrai, on a été raciste si longtemps, ou on a ignoré ces questions-là si longtemps. C'est de se rendre compte que nous, on devrait se parler beaucoup plus. On devrait se rencontrer et pas compétitionner sur l'attention médiatique qui est comme, on dirait, parsemé sur les enjeux de racisme systémique, mais ça veut dire, OK, là, on le fait ensemble. Et là, on voit des mobilisations qui se font de la part d'Idle No More pour supporter justement la lutte de Black Lives Matter en disant, aujourd'hui, c'est leur journée. Ils sont là quand c'est notre journée. Puis on a vu aussi justement le mouvement Black Lives Matter se présenter au mouvement autochtone. Donc, cette solidarité-là, elle se bâtit. Et je pense qu'elle fait très peur parce que elle est basée sur une demande de justice sociale de base humaine, normale. Et on est encore en train d'essayer de le justifier. Il faut toujours qu'on fasse une démonstration de notre pureté en tant qu'humain, en disant, regarde, je suis une bonne personne. Mais tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce que quand tu es une mauvaise personne blanche, tu as le droit à la vie, même quand tu te fais arrêter? Puis là, d'un coup, nous autres, c'est genre, j'étais une bonne personne, mais je suis morte pareil. C'est anormal qu'on ait ces discours-là. Donc, il faut se décoloniser nous-mêmes entre nous, se parler de nos réalités. Comme ça, quand moi, je parle des enjeux autochtones, bien, si je peux au moins amener un mot sur la lutte de Black Lives Matter ou pouvoir dire, hey, telle personne, il faut que vous l'écoutiez. Oui. Puis, tu sais, il y a plein d'extraordinaires mobilisateurs dans Montréal-Nord qui commencent tout juste à se faire entendre dans les grands médias. Puis, je suis comme, c'est pas normal. Ils sont une intelligence extraordinaire. Ils devraient être, tu sais, on s'entend au-devant de la scène, il y a des chroniqueurs au Québec qui devraient perdre leur place. Puis, tu sais, je dis juste ça parce que je vois tout le temps leurs photos en grand, encadrées, tout habillé en blanc en plus. Je suis comme, c'est très, très blanc, on dirait Noël. Mais de dire, ces personnes-là font partie de l'intelligentsia québécoise et on n'en entend pas encore assez parler. Mais là, ça commence à ressortir et ces personnes-là pensent toujours à nous aussi dans leur lutte. Fait que je comprends pas qu'on n'est pas encore dans cette grande mobilisation. En tout cas, Mélissa Mollin, toi, t'es à Coconut Podcast. You know what I mean? Tu sais ce que je veux dire? Écoute, vite, là, parce que tu représentes ce modèle pour toute jeune fille au Canada, au Québec et de par cette planète. Attache ta tuque en 45 secondes, là. C'est, comme on dit, opération coup de poing. Ça veut dire attachez votre tuque, messieurs, dames. Ça, c'est
Ah, je pense que c'est Tikenja Fakoli ou Alpha Blondy. Tu sais, je suis comme, vite, Mélissa Molen, attache ta tuque. En 2014, tu vas être nommée comme l'une des 6 leaders des Premières Nations au Canada par le programme international Visitors Leadership des Ah, États-Unis. oui. Ça, c'est déjà un premier big up. Attends, attache ta tuque. 2015, tu es lauréate du prix de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, remis à l'occasion du 40e de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. OK. 2015, tu es lauréate du top 20 des personnalités de la diversité de l'année par Média Mosaïque. Puis là, messieurs, dames, moi, là, j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités, puis c'est pas mal l'une des dernières questions. En 2017, tu vas recevoir le prix des ambassadeurs de la conscience. Écoute, ça, c'est un des prix les plus prestigieux en matière de droits de la personne. Est-ce que maintenant tu comprends, lors de mon introduction, que je disais, écoute, tu es en lice dans les années à venir pour le prix Nobel de la paix, Mélissa Molen. En tout cas, je vais pousser pour Coconut Podcast. Nous allons pousser afin que le travail que tu fais, tes chroniques à Radio-Canada, tu fais ce travail de vulgarisation. Pourtant, on a eu des cours, moi je l'enseigne. Puis, Quay, je l'ai pas appris. Tan, je l'ai pas appris. C'est comme, comment se fait-il? Chinage Kumitin, comment ça? Est-ce que tu es consciente que tu représentes un modèle aujourd'hui, ne serait-ce que pour les jeunes des communautés autochtones, racisées et un modèle sur cette planète? Euh, écoute, je suis sans mots, merci. Je dirais que oui, le dernier, ça a été particulièrement, je pense que c'est ce qui m'a fait me rendre compte que plus qu'un honneur, c'est une responsabilité, parce que ça doit être accessible dans la tête des jeunes filles, des jeunes hommes qui ont justement les mêmes enjeux de discrimination, que c'est accessible parce que personne dans ma vie aurait pu me faire croire que j'allais être en sandwich entre Malala puis Kaepernick dans un prix de droits humains. Puis je me dis, c'est venu valider, mais on peut pas attendre que les prix. Cependant, je veux que le monde dise tout ce que tu as à faire, c'est quand tu vois une injustice, quand tu exprime-toi, dis-le, sois en action et surtout bâtis ta communauté. Et ça, c'est un prix qui est porté par toute la communauté. Yes. Parce que j'ai pas eu une baguette magique qui dit ah, mais Mélissa Molen-Dupuis a tout. C'est tout un travail de communauté. Il y a tellement de gens que je veux remercier par rapport à ce prix-là. Ce prix-là, supposé de descendre puis d'honorer tous ceux qui étaient présents dans les marches. Ceux qui, je veux dire, je ris souvent de ma meilleure amie Jennifer Brazo, parce qu'elle, elle marchait dans la rue en hiver avec ses talons hauts, puis elle arrêtait la police avec un pied sur le champ en disant « Hey, calmez-vous! » Tu sais, tout ce travail-là. Puis je pense aussi à nos alliés qui n'étaient pas racisés, qui n'étaient pas autochtones, qui venaient, puis qui faisaient un travail d'invisibilisation d'eux-mêmes pour amener les systèmes de son, pour pouvoir s'assurer qu'on parle dans les médias. Tu sais, ce travail-là aussi est important et on ne le voit pas. Donc, c'est le fun, le prix, mais ce prix-là, il doit travailler et pas juste se reposer sur mon étagère. Mélissa, écoute, moi, là, personnellement, c'est plus qu'enrichissant que de s'entretenir avec toi. On sait que tu es sur Radio-Canada. Également, tu as produit, réalisé plusieurs courts-métrages, entre autres, aux femmes autochtones disparues et assassinées. On s'est entretenu avec Viviane Michel lorsqu'on préparait les entrevues. Il y en a près de 800
qui ont disparu durant les dernières décennies au Canada, au Québec. 1800, excuse-moi, c'est ça qu'elle me disait. 1800 au Québec, 20 à 21 femmes autochtones qui ont disparu, puis il n'y a pas eu d'enquête là-dessus. Toi, je pense que tu t'es penché quand même sur la question. Est-ce que tu demandes une enquête sur ces disparitions? Ben, il y a déjà eu une enquête. Fait que moi, ce que je veux, c'est voir Des des actions. engagements, des actions, tu sais, puis pas juste des excuses. Je veux voir une transformation de la société. On a vu avec la commission Vérité-Réconciliation sur les pensionnats qu'il y a beaucoup d'excuses, beaucoup de choses qui ont été faites. Mais ce que moi, je voyais vraiment, c'était la transformation du grand public par rapport aux enjeux. De dire, ah, je savais pas que ça a été fait dans mon Canada. Et maintenant qu'on voit une réalité sur les femmes autochtones, quand justement les femmes de Val-d'Or sont sorties avec leur vérité, ben ils ont eu de l'appui de la communauté beaucoup plus que ce qu'on aurait pu espérer autrefois. Fait que c'est certain que pour moi, les enquêtes, les excuses, il faut que ça travaille, il faut que ça aille plus loin que juste le moment dans l'histoire où on le reconnaît. Il faut qu'il y ait une action. Présentement, reconnaître le racisme systémique semble encore une problématique pour beaucoup de gens. Mais maintenant qu'on l'a reconnu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on transforme dans nos pratiques? Hein? On va être là pour s'assurer qu'il y ait reconnaissance de ça, puis ensuite, bon, il va falloir qu'il y ait certaines solutions, peut-être des réparations. C'est peut-être ça aussi qui a peur certaines personnes. On n'embarquera pas là tout de suite. Une prochaine entrevue, Mélissa Bollen, c'est sûr qu'on va te réinviter. Mais tu as même fait un court-métrage, Nitanish, donc à ma fille. Toi, les jeunes ont beaucoup d'importance pour toi. En 2014, c'est là-dessus qu'on va terminer l'entrevue. En 2014, tu es devenu président du conseil d'administration de Wapikoni Mobile. Écoute, on a eu Samian en entrevue. Il a participé là, dans les tout débuts, en tout cas, avec Wapikoni Mobile. Peux-tu me parler, toi, de cette importance de communiquer avec la jeunesse, puis aujourd'hui d'utiliser l'art numérique, l'art visuel pour communiquer avec nos jeunes, parce qu'ils représentent le futur, puis la suite du combat, c'est eux qui vont le mener, ou sinon qui vont carrément récolter les fruits de nos luttes. Alors, moi, j'aimerais t'entendre sur Wapikoni Mobile, l'importance que ça a pour toi, puis tes remerciements aux jeunes, puis on va conclure là-dessus, Mélissa. Écoute, merci de me donner la chance de parler de la Wapikoni parce que la Wapikoni, c'était un projet dans lequel je suis rentrée vraiment par hasard, je cherchais une job. Puis quand je suis rentrée là, j'ai découvert toute une équipe, j'ai découvert Manon Barbeau, du monde qui était vraiment là, vraiment la mentalité vers la communauté, vraiment faire ça un succès et donner la parole aux jeunes. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos après ça qui me permettaient de parler des sujets que moi m'intéressaient. Fait que j'ai fait des vidéos sur les femmes assassinées disparues, mais j'ai aussi fait des vidéos d'une tâche qui est une vidéo, une lettre à ma fille pour lui donner l'espoir plus tard de pouvoir être qui elle est. Et ce que je voyais avec la Wapikoni Mobile, c'était l'outil parfait pour Idle No More de faire entendre les voix, tu sais, de voir le message à nous, parce que souvent, on est bloqué par les maisons de production, les maisons d'impression qui choisissent les choses à entendre, et les médias sociaux nous permettent de faire montrer tous les messages. Donc, grâce à ça, on se fait entendre. C'est certain que moi, tu sais, je porte un flambeau. Mais si avec ce flambeau-là, je peux allumer 15 autres flambeaux, 100 autres flambeaux, là, je vais avoir trouvé qu'il ne m'aura pas juste éclairé. Moi, il va avoir éclairé d'autres jeunes. Et on a des jeunes fantastiques. Ouais, c'est ça que j'allais te dire. Est-ce que, y a-tu des jeunes qui s'en viennent puis tu sens que quand la relève est là, oui? Hey, écoute, je pense juste là, c'est tellement, il y a tellement de monde, mais je pense juste présentement que le monde commence à découvrir Jamie Echaquan, qui est une jeune comédienne à Tikamek. Tu sais, avant, employer des artistes autochtones pour des grandes productions, tu sais, Samian, quand il a commencé. T'es tout petit écran, toi aussi, là. Un petit peu. Mais moi, c'était vraiment. Mais quand même. Moi, je dirais que je préfère le petit écran pour faire passer des messages. Pour moi, c'est à ça que ça sert. Moi, c'est ma mission de vie. C'est ça que j'aime faire. Mais, tu sais, je pense à tous les jeunes qui ressortent, puis tous les jeunes qui osent pas non plus, parce qu'on leur a dit tellement. Moi, c'est ça qui était au début. On dit, tu peux pas, t'es autochtone, personne ne va être intéressé. Ben non, le monde sont intéressés, ils veulent entendre nos messages. Puis ça représente notre parole. Fait que, tu sais, je veux remercier les jeunes qui continuent constamment de s'impliquer pour les communautés. Je pense juste, présentement, on a Emma Echaquan, justement, à Joliette, qui est en train d'organiser Idle No More à Joliette,
Puis ils ont une manif qui s'en vient vendredi sur une collaboration entre Black Lives Matter et Idle No More. Tu sais, c'est tous des jeunes comme ça qui Hey, dimanche, c'est la journée internationale. Première Nation, on a des Ouais. célébrations partout, puis on est capable de les faire sur le web parce que on a toujours été très distants sur le territoire. Fait qu'on se réunit sur le web, c'est juste comme d'habitude. Mais c'est sûr que la prochaine fois, j'espère qu'on va pouvoir se voir sur le terrain, dans un festival, un powwow. Mais en tout cas, je veux juste vous dire une chose. Merci beaucoup, Coconut Podcast, parce que moi, c'est ce genre d'interaction-là avec la communauté que j'aime le plus faire dans les médias. Puis merci beaucoup, Alain Jo, parce que tu étais vraiment plein d'énergie, puis ça m'a donné le feu après-midi. Chenash Kumitin! Sérieux, merci. Big up. Écoute, on gagne à faire ces échanges-là. Sérieux, là. Faut qu'on échange, mais il faut aussi qu'on célèbre ensemble. Faut qu'on fasse des festins ensemble. Des festins ensemble. Ben écoute, ça va venir, là. Bon griot, tu sais, bon michoui. Bon, non, yeah. J'ai emmené ma bannique qui est so-so. OK. Non, ça, c'est bon. C'est un pain, ça? Oui. La bannique, c'est le pain traditionnel. Alain Jo. Yes, c'est bon. Puis, il y a Maître Jourdain, il dit, Joseph, si un jour, il y a quelque chose qui se passe, un cataclysme, la première chose qu'il te faut, si tu t'en vas dans le bois, c'est des bonnes bottes. Ça, c'est un conseil d'un ami, d'un frère qui connaît les vraies choses. Puis là, j'étais comme, ben ouais, il a raison. Puis, tu sais, lui, il part là, en canot, fait son portage, puis, tu sais, respect. En tout cas, Mélissa Mollen, Chenash Kumitin. Messieurs, dames, nous étions avec Mélissa Mollen Dupuis. Écoutez, pour faire vite, moi là, candidate au prix Nobel de la paix. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, Espace Radio-Canada, Espace Autochtone à Radio-Can. On va à la pause publicitaire puis on revient dans quelques instants. Merci.